Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche et mercredi pour édition spéciale en direct sur AL24 News. C'est un mois de mai chargé d'histoire, au moment où le monde scrute ce qui se passe actuellement en Ukraine. Cette guerre qui bat à son plein, l'histoire semble se répéter, en tout cas pour la Russie. La Russie qui commémore demain, 9 mai, la journée de la victoire, une date importante, voire sacrée pour tout le peuple russe qui célèbre la reddition de l'Allemagne nazie en 1945 et donc la fin de la Seconde Guerre mondiale. On va revenir dans cette édition spéciale sur les faits historiques de cette époque, tenter de rétablir certaines vérités parfois occultées et pourquoi pas faire le parallèle entre ce qui s'est passé à l'époque et la crise actuelle. On va donc en parler avec nos invités ce soir. Est avec nous depuis Paris, Gamal Abina. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert en questions internationales et vous intervenez avec nous depuis Paris. Nicolas Mirkovic, bonsoir. Vous êtes écrivain, géopolitologue et vous êtes actuellement, si j'ai bien compris, en Ukraine. C'est bien cela, monsieur Mirkovic? Exactement. Au Donbass, plus précisément. Au Donbass, je suis au Donbass. Merci d'être avec nous ce soir. On va parler donc de cette fête de la victoire, célébrée donc le 9 mai de chaque année, 77e anniversaire. Cette année, c'est une célébration importante pour la Russie, monsieur Mirkovic. Se souvenir que la bataille... oui, allez-y. La bataille a été extrêmement dure, que l'Union soviétique a perdu plus de 23 millions d'habitants. On sait aujourd'hui que si le nazisme a été battu en Europe, c'est grâce à cet effort de guerre que les soviétiques ont mené sur le front oriental contre la nazie, qui ont affaibli le nazisme. Et donc, du coup, quand les soviétiques ont enclenché la dernière opération Bagration en 1944, c'est au même moment où les Alliés arrivent et débarquent en Normandie, et le Troisième Reich n'a plus de choix. Elle a deux fronts ouverts en même temps et elle perd. C'est extrêmement important parce que c'est aussi une lutte idéologique contre l'ennemi nazi, contre le national-socialisme. Et c'est bien évidemment une fête qui a soudé l'ensemble des peuples soviétiques et qui aujourd'hui est encore commémorée parce que c'est une très grande bataille qui a été livrée, qui a été un énorme sacrifice contre le nazisme réalisé par l'ensemble des peuples membres de l'Union soviétique et qui est célébré encore avec face depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a encore, à travers l'ensemble des anciennes républiques soviétiques et énormément en Russie encore aujourd'hui, de très grandes manifestations, essentiellement deux types de manifestations, une militaire, des parades militaires traditionnelles, et aussi une manifestation qui est un peu moins connue, qui est la manifestation des immortels, la marche des immortels, où les familles des descendants de soldats ou de résistants de cette époque-là défilent par milliers, des centaines de milliers à travers l'ensemble de ces ex-républiques dans les rues avec des portraits de leurs parents qui ont lutté contre le nazisme. C'est une manifestation assez poignante, très touchante et qui montre à quel point on se souvient de ce sacrifice de l'ensemble des peuples soviétiques et notamment aujourd'hui en Russie, du peuple russe dans le combat contre le nazisme. Alors, c'est on va dire, c'est une célébration qui a cette année une portée politique hein, dans un contexte de guerre en Ukraine. Monsieur Gamal Abina, j'aimerais revenir sur les faits historiques, sur ce qui s'est passé en 1945, en sachant que le rôle de la Russie est souvent occulté au détriment, on va dire, où on met en avant le rôle des Occidentaux au détriment du rôle de la Russie à l'époque. Tout à fait. J'aimerais commencer en préambule par rendre hommage, puisque c'est un jour de joie pour les Européens, mais aussi un jour de deuil pour les Algériens. Le 8 mai 1945, la France coloniale a perpétré un massacre en tuant 40 à 45 000 Algériens qui célébraient la fin de la guerre contre la barbarie nazie, pendant que leurs hommes allaient se battre pour libérer Monte Cassino et la plupart des fronts européens qui étaient, pour les troupes françaises, essentiellement constituées de troupes combattantes d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Donc ça, c'est le préambule pour expliquer effectivement que le contexte historique à ce moment-là a été une bascule considérable et on l'observe aujourd'hui. Alors oui, effectivement, vous faites bien de rappeler que le 8 mai 1945 ou le 9 mai en Russie, on va expliquer pourquoi dans quelques secondes pourquoi deux dates différentes, Absolument. Sont des dates qui sont fondamentales et qui ont été à l'origine en vérité une victoire écrasante de la part des Russes, qu'on appelait à l'époque Union soviétique, qui constitue à peu près une quinzaine de pays, des Russes qui ont vaincu le nazisme. Alors, il faut savoir que 80% des troupes combattantes allemandes les plus aguerries, particulièrement la Waffen-SS et tous
toutes les autres hordes de nazis qui déferlaient sur l'Union soviétique le 22 juin 1941, eh bien, ces troupes-là étaient les plus aguerries, étaient les plus importantes, étaient considérables. 3 millions d'hommes sur le front qui ont envahi l'Union soviétique le 22 juin, et surtout 2000 avions de combat, des centaines de milliers de chars, 3000 apparemment ou plus. C'est des chiffres faramineux qui ont opposé les Russes aux nazis. Pendant ce temps-là, du côté européen, ils avaient à peine 20% des forces européennes qui se battaient, enfin des forces nazies qui se battaient contre l'Europe occidentale. Et il faut se souvenir que les Américains n'interviennent en Europe que très tard, puisqu'ils finissent par mettre les pieds en Europe en 1944 en Normandie. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette façon de cacher la victoire russe au détriment évidemment des Russes et au profit des Américains? Hollywood, durant plus de 77 ans, a concouru largement à ce travail de réécriture de l'histoire. Dans les faits, les Américains et les Européens étaient à genoux devant les nazis et avaient perdu la guerre. Il ne restait qu'un îlot de résistance en Angleterre, alors que les Russes n'ont jamais cessé de combattre, et ça leur a coûté entre, alors on l'a dit à chiffre tout à l'heure, 23 millions, jusqu'à 27 millions de morts estimés. Ça a été quasiment chaque semaine un ouragan sur le glane. Pourquoi marquer cette différence? Eh bien, la différence est intervenue très vite, puisque, comme vous constatez, en Europe occidentale, on marque la fin de la guerre avec la reddition de Jodl, qui était un commandant nazi aux Américains le 8 mai, quand, de l'autre côté, Keitel, un autre commandant nazi important, se rend aux Russes le lendemain. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a déjà le rideau de fer qui s'abat sur l'Europe. C'est-à-dire qu'au lieu de remercier la Russie qui a libéré, joug nazi, toute l'Europe occidentale en y donnant énormément de troupes, énormément de civils, des milliers de combattants, des partisans qui se battaient, tout le monde se battait en Union soviétique, eh bien on préfère faire semblant de ne pas voir la réalité et on lui met un héros américain, un héros anglais qui aurait fait le travail, alors qu'ils se sont contentés quasiment durant toute la guerre que des bombardements aériens et qui détruisaient essentiellement d'ailleurs des objectifs civils en Allemagne. C'est ça la différence, et ce qui fait que la difficulté aujourd'hui à accepter, on s'en souvient en 2015 pour les 75 ans de la fin de la guerre, on a refusé de voir les autorités russes en Normandie, ce qui est quand même extraordinaire, on les a boycottés. On a commencé à créer des tensions assez incroyables. Et bien tout cela, ça a une résonance aujourd'hui considérable parce qu'on se rend compte qu'effectivement, à nouveau, on parle de néo-nazis ou de nazis ou de descendants de nazis face à des Russes. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui. C'est que l'Occident a un problème avec son passé qui a facilité l'accession de Hitler le 30 juin 1933 au pouvoir et qui a facilité la montée en puissance du nazisme pour finalement attaquer les bolcheviks à l'époque de l'Union soviétique. J'aimerais rester dans ce contexte, Monsieur Mirkovitch. Les Occidentaux ont, si vous voulez, refaçonné l'histoire à leur manière. Et souvent, quand ils parlent du rôle de la Russie, ils font référence à ce pacte entre, on va dire, entre la Russie et l'Allemagne nazie. Oui, ils le font à coup. C'est une analyse anachronique, parce que du coup, on veut à tout prix minimiser l'influence de l'Union soviétique dans la victoire contre le nazisme. Donc du coup, on va se rappeler en effet qu'il y a eu un pacte qui a été signé entre Hitler et entre von Ribbentrop et Molotov, qui a eu un partage de la Pologne qui a été réalisé. Il y a eu une collusion, c'est clair, dans les années 30. Mais ce pacte est tombé et après l'Union soviétique a clairement montré qu'elle a donné tous les efforts nécessaires pour lutter contre le nazisme. N'oublions pas que l'Ouest a fermé les yeux quand l'Allemagne nazie a envahi les Sudètes en Tchéquie, quand l'Allemagne a envahi la Pologne. Eh bien, la France a déclaré la guerre sans entrer dans la guerre pour autant. Donc du coup, s'ils avaient un peu le beau rôle, ils ont laissé Hitler faire. Quand en 1936 même, Hitler réarme la Rhénanie, eh bien, la France ne fait rien. Et Gamelin le dit, le responsable des armées françaises, choisit de ne pas attaquer. La France n'attaque pas, alors que c'était une infraction au traité de Versailles. Et donc, du coup, la France aurait pu, elle aurait même dû, à ce moment-là, attaquer, parce que ça aurait peut-être changé la face de la guerre. Donc, on a une vision qui est pareille, qui est sélective, qui n'est pas réelle, qui n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que c'est une histoire écrite à des fins politique. Ce qu'on veut montrer en Occident, comme disait votre intervenant tout à l'heure, avec cette propagande cinématographique, c'est d'essayer de faire croire que c'est l'Europe de l'Ouest qui s'est libérée toute seule, pire qu'elle se serait libérée avec les Américains, ce qui est faux. Et donc aujourd'hui, comme on a ce programme politique qui vise à vraiment éloigner la Russie de l'Europe pour des raisons politiques, économiques, tout cela est piloté de la part de Washington, et dans cet éloignement politique de la Russie du reste de l'Europe, il y a la réécriture de l'histoire. Donc c'est la Russie qui a donc dénazifié à l'époque l'Europe, et elle y est parvenue. Monsieur Gamal Abina, de toute façon, on va dire cette commémoration a pris une toute autre, on va dire, elle a été donc sacralisée depuis l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir.
Oui, et c'est normal de toute façon, parce que les Russes sont toujours. Bon, Poutine arrive en 99 et il dit clairement qu'il ne faut pas tourner le dos à cette histoire glorieuse, parce qu'on parle de glorieuse lutte de libération de la Russie. C'est quand même un territoire, c'est le plus grand pays d'Europe, il faut les oublier, du monde d'ailleurs quasiment. C'est vrai qu'on fait référence souvent au pacte Ribbentrop-Molotov qui a été signé, mais on n'explique pas les raisons pour lesquelles il a été signé. C'est que les Russes ont demandé aux Français et aux Anglais, avant même l'invasion le 1er septembre 1939 de la Pologne, ils ont demandé aux Français et aux Anglais, effectivement, de leur garantir une sécurité. Alors, tout à l'heure, l'intervenant a dit effectivement très justement que quand les Sudètes sont envahis par l'Allemagne, c'est négocié avec ce fameux traité qu'on a appelé après le traité de la honte, mais je veux dire, ce fameux traité qui était destiné soi-disant de pas garantir la guerre. 6 mois plus tard, l'Allemagne nazie envahit la totalité de la Tchécoslovaquie, qu'elle appelle Bohème-Moravie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien qu'au fur et à mesure, ils ont gagné les territoires, et les Russes ont accepté un traité qui était, ils savaient parfaitement, quand on lit Mein Kampf, on se rend bien compte de la détestation des Slaves par Hitler. J'ai lu Mein Kampf, c'est 800 pages, ça se lit assez difficilement, mais ça se lit. Eh bien, on sait ce qu'il y a dans la tête des nazis, on sait pourquoi ils ont une haine viscérale des bolcheviks et des Slaves, c'est qu'il y a une haine à la fois politique et ethnique, parce que le nazisme est essentiellement basé sur un principe raciste. C'est pas seulement un problème avec le pacte la fameux traité de Versailles, qui était un traité unique effectivement, mais ce n'est pas seulement ça. C'est aussi l'idée qu'il y a un suprémacisme blanc européen différent d'autres blancs européens. Et donc oui, c'est vrai, on leur reproche ce pacte, mais on oublie toujours que la responsabilité franco-anglaise est largement engagée. Immédiatement, en 6 semaines composées avec l'Allemagne nazie de Hitler, on ne reproche pas aux Français de quasiment pas s'être battus alors que l'essentiel de leur force existait, elle était dans le sud de la France. On reprochera moins aux Anglais parce qu'ils sont battus jusqu'au bout, c'est vrai, mais on reproche aux Russes d'avoir simplement eu un rapport de force défavorable et ils le savaient. Il fallait qu'ils aient le temps de s'armer parce que les Russes étaient à ce moment-là assez faibles, il faut le reconnaître. Et c'est vrai aussi, il y a un autre aspect qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que l'hypocrisie occidentale qui a laissé faire le nazisme, qui a encouragé le nazisme, qui a même fait des jeux, on se rappelle quand même en 36 à Berlin, 37, c'est vraiment des choses qui annoncent qu'il va y avoir une guerre. Tout était planifié, tout était réfléchi. Les Américains s'en frottaient les mains parce qu'à la limite, ils étaient isolationnistes, ils se fichaient complètement de ce qui se passait en Europe. Mais les Européens savaient ce qui allait se passer et ils n'ont pas bougé. Et quand les Russes finissent par bloquer les nazis le 30 janvier 1943 à Stalingrad, cette fameuse bataille qui fera le tournant de la guerre, à ce moment-là, les Européens commencent à paniquer parce qu'ils s'attendent à être envahis par les Russes et pas par les nazis. Très bien, 77 ans après, donc on a l'impression que l'histoire se répète, sauf que cette fois-ci, la Russie accuse le régime de Kiev d'être nazi et donc a mené son opération en Ukraine. Cette commémoration, la commémoration de cette année du 9 mai, la journée de la victoire est très suivie par les médias occidentaux, très commentés en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quelle est, on va dire, la particularité de cette commémoration cette année? Monsieur Mirkovitch. La particularité, je pense qu'il faut regarder la situation en Ukraine. L'Ukraine, d'abord, est une construction moderne. Le pays ukrainien, lui, n'existe pas avant une première débauche de construction de pays en 1917 et l'Ukraine va vraiment voir le pays comme la République socialiste soviétique d'Ukraine en 1921. Et après, évidemment, la Deuxième Guerre mondiale, l'Ukraine fête, comme le reste des pays soviétiques, la victoire de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Et on a un tropisme, on a une mauvaise vision sur la situation Ukraine-Russie aujourd'hui. L'Ukraine a pendant longtemps fêté ça. Et encore aujourd'hui, de nombreux Ukrainiens, aujourd'hui, en Ukraine, souhaitent continuer cette commémoration. Mm-hmm. Et vous avez aujourd'hui une réécriture de l'histoire de l'Ukraine, comme c'est une nation jeune, une nation récente, qui en gros a eu son indépendance totale qu'en 1991, eh bien on s'est appuyé sur le nationalisme ukrainien, qui lui est fondé en partie sur l'alliance que ces nationalistes ont fait avec le Troisième Reich, derrière Stepan Bandera, qui était à la tête de l'organisation des nationalistes ukrainiens et de l'armée de libération ukrainienne. Cette alliance avec les nazis a motivé les nationalistes ukrainiens, bien au-delà de la fin de une partie des nationalistes ukrainiens, bien au-delà de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et quand, en 91, l'Ukraine, qui est un pays vraiment nouveau, se cherche un peu des racines, eh bien, elle s'appuie malheureusement sur une partie de ces nationalistes qui vont disséminer l'idéologie nazie au sein de différentes administrations, notamment de l'armée et de la police. Alors, on ne peut pas dire que l'Ukraine soit un pays nazi aujourd'hui, oui, mais il est certain que l'idéologie bandériste a elle-même une influence extrêmement importante. Et donc, ils ont voulu réécrire l'histoire en débaptisant des rues en l'honneur, en détruisant des monuments en l'honneur de héros
de la Deuxième Guerre mondiale, non des héros russes, mais des héros ukrainiens, parce que pour eux, cette victoire de la Deuxième Guerre mondiale soviétique est vue comme une victoire russe, et l'Ukraine ne peut pas être indépendante tant qu'il y a des présences de Russes dans son pays. Pourtant, l'Ukraine, pour une bonne partie, a été pendant très longtemps russe, et une partie non négligeable du pays, notamment à l'est et au sud, s'identifie comme au moins russophone et de plus en plus russe à cause des politiques anti-russes qui découlent directement de cette idéologie nazie des bandéristes qui ont voulu réécrire l'histoire. Quand il y a eu le coup d'État soutenu par les Américains en 2014, un des premiers slogans des groupuscules d'extrême droite qui ont poussé Viktor Yanukovych, qui l'ont chassé du pouvoir, était de d'interdire l'usage de la langue russe. Or, la langue russe est la langue maternelle de millions d'Ukrainiens. Il ne faut pas l'oublier. Donc, du coup, cette réécriture de l'histoire, cette adaptation du nazisme à l'ère moderne existe bien, et on l'a vu. Et l'Occident a fermé les yeux. Ils n'ont rien dit sur ces politiques qui étaient clairement discriminatoires, qui étaient peut-être pas, on va dire, raciales, mais en tout cas ethniquement motivées. C'est ce que ne cessent de dire les autorités russes par la voix du président Vladimir Poutine. Moi, j'aimerais savoir, Monsieur Mirkovitch, puisque vous vous trouvez dans la région du Donbass, on s'attend à un grand défilé dans la ville de Mariupol. Est-ce que cela est réellement envisageable? Alors, je pense qu'il n'y aura pas de défilé. Aux dernières nouvelles, même là où je suis actuellement, il n'y aura pas de défilé parce qu'il y a quand même la guerre. Là où je suis actuellement, ça tonne. On entend clairement des combats on voit beaucoup d'affiches. Il y a énormément d'affiches partout en ville. Toutes les villes et les villages que je traverse sont pavoisés aux couleurs des drapeaux de la victoire de la Deuxième Guerre mondiale, rappellent les efforts faits par les ancêtres des habitants de ces villes et villages du Donbass pour se libérer du joug nazi. Donc on voit cela partout, mais il n'y aura pas les grandes parades qu'on a pu voir dans les dernières années parce qu'il y a quand même encore la guerre qui est juste à côté, qui est pas loin. Donc du coup, je ne pense pas qu'on verra quelque chose de majeur, et on ne verra pas de faste. Il y aura peut-être des petites cérémonies pour rappeler le moment, parce que du coup c'est important, et on le voit ici. J'ai vu une affiche tout à l'heure encore, on voyait les jeunes soldats du Donbass, de la République populaire de Donetsk, sur une image, et juste à côté, on voyait des images de jeunes soldats ukrainiens, enfin à l'époque soviétique, qui se battaient également pour la même cause contre le nazisme. Donc du coup, ce rappel à l'histoire motive également le combat des soldats du Donbass aujourd'hui et de la Russie, et bien évidemment. Mais je pense pas qu'on verra les parades parce que la situation est quand même très très tendue, et la guerre, on est quand même en pleine guerre. Oui, Monsieur Habina, donc je le disais, cette commémoration est très suivie par les médias occidentaux en ce moment. On s'attend donc à des défilés, à montrer, si vous voulez, la superpuissance de la Russie. Qu'en pensez-vous de cette vision occidentale de la guerre en Ukraine ? Alors, M. Mirkovitch fait référence et je vais en parler dans une minute, fait référence effectivement à Stepan Bandera. Il faut préciser qui est ce criminel de guerre. C'est un homme qui a assassiné des Juifs, on l'oublie. C'est un homme qui a assassiné des Russes, effectivement, des russophones pour être très précis. C'est un homme qui a été tué qu'en 60. C'est un criminel de guerre néo-nazi, puisqu'il ne pouvait pas être nazi. Si une partie de l'Ukraine n'est pas tombée dans le nazisme, c'est pas parce qu'il ne voulait pas l'être. C'est ça, il y a bien une guerre raciale dans la tête, dans l'inconscient de ces néo-nazis. Oui. J'ai vu à Paris récemment encore une manifestation avec un drapeau néo-nazi ukrainien, en plein milieu du drapeau ukrainien, noir et rouge, donc c'est le drapeau bandériste. Ces gens-là sont dangereux. Et effectivement, en Occident, on a tendance à penser, parce qu'on est un peu bête ici, j'ai entendu toutes sortes de stupidités, la Russie a perdu la guerre, n'a pas les moyens de faire face. Oui. Ce genre d'imbécilité, alors que dès le premier jour, c'était réglé quasiment au niveau de l'aviation. Eh bien, on entend que le 9 donc de ce mois-ci, le 9 mai, il y aurait une sorte de grande commémoration pour arrêter la guerre ou pour dire on a gagné. Sauf qu'une guerre, ça ne se décrète pas au démarrage, oui, mais à l'arrivée, on ne sait pas quand est-ce qu'on gagne. Il y a des objectifs militaires qui prennent du temps à être atteints. Les Russes font en sorte de ne pas raser les villes, évidemment, parce qu'ils ne veulent pas être détestés. Et en même temps, ils vont effectivement faire une démonstration de force comme ils la font tous les ans, comme toujours, surtout quand c'est un événement aussi majeur que la commémoration de la fin de la Grande Guerre, puisque c'est une guerre qui est un massacre sans nom, une guerre patriotique, comme le disent les Russes. Et bien, effectivement, les Européens s'attendent à quelque chose, l'Occidentaux s'attendent à quelque chose de très fort, alors que les Russes feront un événement classique, normal, tout en respectant leur agenda qui va durer au minimum, je peux l'imaginer, facilement 1 à 2 mois. Donc c'est vrai que cette espèce d'obsession du 9 mai comme date symbolique,
pour l'Occident, ne veut rien dire en Russie. On se rend bien compte que les autorités n'ont jamais fait référence à ça pour dire qu'on va s'en tenir à ça, on a Mariupol, c'est bon, c'est réglé. Ils veulent libérer, comme ils disent, l'Est de l'Ukraine des néo-nazis. C'est ça l'objectif dès le départ, et ils vont l'obtenir avec le on sent en tout cas clairement qu'on veut absolument diaboliser la Russie, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs au temps de la guerre de 1945. Je vous propose d'ailleurs de suivre un sujet signé Iman Merad qui parle de ce rôle occulté de la Russie dans la victoire contre le nazisme. L'Union soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale a joué un rôle décisif dans la victoire des Alliés contre l'Allemagne nazie et les autres puissances de l'Axe, particulièrement sur le théâtre d'opérations européen. Le 22 juin 1941, Adolf Hitler lance une invasion de l'URSS. Joseph Staline, ancien chef de gouvernement de l'Union soviétique, était convaincu que la machine de guerre totale des Alliés finirait par paralyser Berlin. En effet, les Soviétiques parviennent à stopper l'avancée éclair de Wehrmacht à environ 30 km de Moscou. Au fil du temps, l'Union soviétique repoussa les attaques de l'Axe, à l'instar de la bataille de Stalingrad et de la bataille de Koursk. Se précipita vers la victoire lors de grandes offensives soviétiques, telles que l'offensive Vistula-Oder. Lors de la conférence de Téhéran en 1943, Staline rencontre Winston Churchill et Franklin D. Roosevelt afin de déclencher une guerre sur deux fronts contre l'Allemagne, mais surtout pour discuter de l'avenir post-guerre de l'Europe. À Reims, l'Allemagne signa la reddition sans condition de son armée face aux Alliés le 7 mai 1945, le 8 à Berlin. Cependant, pour éviter la possibilité d'une éventuelle capitulation illégitime, Joseph Staline a exigé une seconde signature au lendemain. L'annonce de la capitulation de l'Allemagne le 9 mai 1945 marqua la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Repousser la plus grande invasion de l'histoire en arrivant à troquer la donne jusqu'à la victoire finale à l'Est a vraisemblablement nécessité une abnégation démesurée de la part de l'Union soviétique, enregistrant l'une des plus grandes pertes démographiques avec au total de plus de 20 millions de victimes russes, soit environ un tiers de toutes les victimes de la Seconde Guerre mondiale. Un tribut très lourd à payer par les soviétiques auquel des années après, on leur a dénié le mérite de cette victoire. Donc on l'a vu clairement, messieurs, les Occidentaux tentent coûte que coûte d'occulter le rôle de la Russie dans cette guerre contre les nazis. Cette fois-ci, on est dans un tout autre contexte de la guerre en Ukraine. On tente en tout cas de diaboliser Vladimir Poutine et les autorités russes. Qu'en pensez-vous, Monsieur Mirkovitch ? C'est une politique, la source, la racine de tout cela est une politique américaine de Washington qui, depuis le début du XXe siècle, a identifié que la Russie était un lieu stratégique. Pourquoi ? Parce que c'est le pont entre l'Asie et l'Europe. Et si vous regardez le continent africain, l'Europe et l'Asie, vous avez plus de 75% de la population mondiale. Vous avez 75% de la richesse des ressources naturelles mondiales. Et or, nous sommes tous soumis à des degrés différents à la politique américaine qui est, d'après des géopolitiques un peu politologues américains comme Mackinder ou Spikeman, qui eux-mêmes ont identifié que les États-Unis étaient une île. Ils sont loin de tout cela. S'ils veulent empêcher que ces pays européens, asiatiques, africains travaillent ensemble, eh bien, ils doivent les diviser. C'est la stratégie américaine. Et donc, du coup, depuis longtemps, ils ne veulent pas, et ils l'ont clairement énoncé à la fin à la chute de l'URSS, qu'il ne fallait pas qu'il y ait une nouvelle puissance qui naisse sur les cendres de l'URSS. Et donc, depuis 1991, les États-Unis font tout pour affaiblir la Russie, pour l'éloigner de la construction européenne. On sait qu'il y avait à l'époque, la Russie toute neuve pensait même rejoindre l'OTAN. Elle voulait rejoindre le groupe européen. Les Américains ont tout fait pour l'en éloigner parce qu'ils ne veulent pas d'un rapprochement entre la Russie et l'Europe de l'Ouest, parce que du coup, vous auriez, notamment sur la partie européenne, vous auriez un savoir-faire européen économique, technique, allié à la Russie, qui est une puissance en train de se développer, qui a énormément de ressources naturelles. Et si on étend cette réflexion au continent eurasiatique et l'Afrique, eh bien, il y a tout pour que l'ensemble de ces pays vivent bien en partenariat sans avoir l'influence américaine. Donc l'Amérique a fait appliquer des sanctions, elle a rapproché des bases militaires de l'OTAN de la Russie, elle n'a cessé de pointer la Russie du doigt sur différents sujets politiques comme
comme la Syrie, comme le Kosovo dans l'ex-Serbie. Et donc, du coup, cette politique, malheureusement, est celle qui guide les autres nations, évidemment, de l'OTAN, mais de l'Union européenne. N'oublions pas que tous les anciens pays, quasiment tous les anciens pays communistes qui ont quitté le bloc communiste sont rentrés d'abord dans l'OTAN, puis dans l'Union européenne. Et tout cet ensemble suit les directives de Washington, qui pilote, qui fait la diplomatie dans cette région-là, et donc, du coup, qui a monté la Russie contre le reste de l'Europe. Et donc, du coup, cela se traduit par une réécriture de l'histoire, comme nous l'avons dit tout à l'heure, par des sanctions économiques qui font pas mal de mal aux pays européens, soit dit en passant, mais ça fait partie de cette politique de sanctions à l'égard de la Russie, et par également tous ces boycotts qui sont pratiqués contre la Russie aujourd'hui, afin de séparer la Russie du reste de l'Europe, pour que l'ouest de l'Europe, en tout cas, et c'est un calcul à court terme, tombe dans l'escarcelle économique, politique, historique, américaine, sans influence russe. C'est quand les Européens suivent les Américains, ils se tirent très clairement une balle dans le pied parce qu'ils vont perdre leur souveraineté. Ils ont déjà perdu en matière de défense, ils vont la perdre en matière de ressources, d'énergie, en matière de culture. C'est un suicide, c'est un grand suicide pour l'Europe auquel nous assistons aujourd'hui. Et dans la racine est cette suprématie américaine. Zbigniew Brzezinski le disait lui-même dans Le Grand Échiquier, l'Europe de l'Ouest est un protectorat américain. Monsieur Gamal Abina, pour finir, donc on vient de l'entendre, Monsieur Mirković parle d'un Occident qui se tire la balle dans le pied en attaquant, en s'acharnant contre la Russie. Vous partagez cet avis? Tout à fait, mais je ne dis pas l'Occident. J'ai un terme que je désigne particulier, que j'ai inventé d'ailleurs. Je parle de l'Occident et de l'extrême Occident. Quand on parle beaucoup d'Extrême-Orient, on va parler de l'extrême Occident. Donc c'est l'Occident le plus extrême que sont les États-Unis. Les États-Unis, par 2 fois au XXe siècle, ont laissé faire des guerres en Europe et sont arrivés en Europe en 17 pour la Première Guerre mondiale et en 44 pour la Seconde Guerre mondiale. Voilà ce que sont les États-Unis. Ils attendent que tout le monde se massacre et après ils tirent les marrons du feu et ils font de l'argent. Ils profitent à plein régime. C'est exactement ce qui est en train de se produire actuellement en créant une scission entre l'Europe occidentale et la Russie. Pourquoi? Parce que la Russie est un pays très riche, c'est 30% des richesses en gros minières, agricoles, énergétiques mondiales, c'est à peu près ça. Hein. Donc c'est considérable, on ne peut pas s'en passer. Et la Russie surtout, c'est un pays c'est bien que M. Marković l'a rappelé, c'est un pays qui était prêt à rentrer dans l'Union européenne. Quand Poutine arrive aux commandes en 99 jusqu'en 2007, il est prêt à rentrer à l'Union, il est prêt à accepter même de rentrer pratiquement dans l'OTAN, il en discutait, des accords de défense communs, et puis il s'est rendu compte que les Américains poussaient leur avantage, commençaient à grignoter les territoires, et mettaient des missiles aux frontières de la Russie. Et ça rappelle l'époque des années 80, où nous avions la crise des missiles Pershing. C'est-à-dire que les Américains, à chaque fois, ils créent des tensions. Malheureusement, il faut être plus bref, monsieur. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur Gamal Abina. J'espère qu'on aura l'occasion d'en débattre une nouvelle fois. Vous êtes expert en questions internationales et vous interveniez en direct avec nous depuis Paris. Je remercierai également monsieur Nicolas Mirković, géopolitologue. Vous étiez en direct avec nous depuis la région du Donbass. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir. Restez sur Al24 News et retrouvez dans quelques instants un reportage justement consacré à cette victoire contre le nazisme enregistrée en le 9 mai 1945. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée.